Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour madame. C'est historique, les sénateurs ont voté pour l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Votant 339, exprimé 317, pour 267, contre 50, le Sénat a adopté. Applaudissements, c'est vous qui étiez sur le banc des ministres hier au Sénat pour défendre le texte, plus de 3 heures de débat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin? J'ai envie de dire enfin. Enfin, cette liberté fondamentale pour les femmes de disposer de leur corps va entrer dans notre Constitution. Les femmes sont libres. Il était important que les deux assemblées le disent. Et nous allons nous retrouver, vous le savez, lundi au Congrès à Versailles. Il y avait une réticence de la droite au Sénat depuis plusieurs semaines. Gérard Larcher, le président du Sénat, l'avait fait savoir ici même sur ce plateau. Ce feu vert du Sénat, c'est un soulagement pour le gouvernement? Oui, mais en même temps, moi je veux remercier le président Larcher pour sa franchise. Parce que vous savez, sur ces textes, en réalité, on ne peut pas forcer les gens et il faut respecter toutes les convictions. Le président Larcher, il a dit 2 choses. Je suis évidemment favorable à l'interruption volontaire de grossesse. J'estime qu'il n'était pas utile de l'inscrire dans la Constitution. Je pense le contraire, bien sûr. Mais moi, je le remercie pour sa franchise. Et puis, ça m'a permis, au fond, de discuter encore davantage avec les sénateurs que j'ai contactés pour les convaincre avec des arguments de droit qui ont fini, bien sûr, par l'emporter. Et qu'est-ce que vous leur avez dit pour les convaincre, pour en faire changer d'avis? Par exemple, que la liberté de conscience des médecins, des sages-femmes était déjà garantie par une décision du Conseil constitutionnel, mais qu'en revanche, l'interruption volontaire de grossesse ne l'était pas. Et donc, qu'il convenait, qu'il était indispensable d'inscrire ça dans la Constitution. Ensuite, il y a d'autres arguments. Il y a la crainte que nous avons que ce droit, cette liberté, soit discuté demain par d'autres, plus tard. L'IVG n'est pas menacée, c'est ce que disait Gérard Larcher ou Bruno Retailleau, le patron du groupe LR au Sénat. Faut-il attendre que l'IVG soit menacée pour réagir? Moi, je préfère anticiper. Lorsque le président Chirac a souhaité que dans notre Constitution, on place l'abolition de la peine de mort, était-elle à l'époque menacée? Oui, il faut anticiper ces choses. Il est trop tard si jamais certains avaient envie de toucher à l'IVG. Je veux quand même vous rappeler qu'il y a les États-Unis. Alors vous me direz, c'est loin, c'est outre-Atlantique, vous avez raison. Mais il y a également la Hongrie. En Hongrie, on contraint les femmes à entendre les battements de cœur du fœtus qu'elles portent pour les dissuader d'avorter. Il y a aussi la Pologne. Et ce texte, pardon, cette introduction de la liberté garantie, ça empêche ce type d'évolution législative, par exemple? Aujourd'hui, une majorité parlementaire qui souhaiterait abroger la loi Veil. Qui souhaiterait, par exemple, aller vers les cas que vous évoquiez en Hongrie ou en Pologne, ça rend impossible ce type d'évolution? Alors attendez, d'abord le droit actuel. Aujourd'hui, l'avortement, c'est la loi Veil, tout le monde le sait. Mais demain, une majorité peut dire, penser que la loi Veil doit être abrogée, et elle peut le faire, j'allais dire, normalement, avec une majorité simple. Ici, la Constitution protège évidemment cette liberté garantie à la femme. Ce mot, il est très important d'ailleurs. Il est essentiel. Mais c'est celui sur lequel la droite a tiqué, justement, liberté garantie, avec cette crainte que ce soit un droit opposable, illimité, sans condition. Est-ce qu'en inscrivant la liberté garantie dans la Constitution, les conditions du recours à l'IVG peuvent changer, ou alors ce sera forcément dans l'état actuel des choses? Une modification drastique, en termes de délai par exemple. Oui. Imaginons qu'une majorité veuille permettre l'avortement jusqu'à 8 mois et demi. Ce ne serait pas possible. Une modification drastique, aujourd'hui, quand le Congrès aura voté, ne serait pas possible. Et par ailleurs, l'abrogation du texte de la loi Veil ne sera pas possible davantage. Parce que je me mets à la place d'une femme qui a envie d'avorter au-delà du délai qui est autorisé aujourd'hui en France. Elle ne pourra pas aller en justice pour dire « Attendez,
Dans la Constitution, c'est une liberté garantie. Donc je peux le faire quand je veux, en fait. Non, mais pas du tout. Liberté garantie, ça ne veut pas dire que l'on puisse s'affranchir de la loi. La loi Veil, il y a quelques modifications. Vous savez, en termes de délai, on est passé de 12 semaines à 14 semaines. Bon, mais on ne peut pas s'affranchir de cela. Mais ce que signifie le mot garantie, c'est pas un droit opposable. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'avis de votre serviteur, c'est l'avis du Conseil d'État. Il y a un avis qui est très clair sur la question. Alors on a débattu, évidemment, au Sénat. Il y a un certain nombre de grands juristes au Sénat qui se sont opposés au texte. Nous avons débattu de cela, nous avons relu l'avis du Conseil d'État. Ce que signifiera l'entrée de cette liberté garantie dans la Constitution, c'est qu'on ne peut plus toucher à la loi Veil et qu'on ne pourra pas drastiquement modifier les règles qui président d'ores et déjà. Ce qui est intéressant dans les arguments que vous avez évoqués pour faire passer ce texte, c'est que en l'état actuel des choses, l'IVG n'est pas menacée, mais il pourrait l'être. Vous avez donné l'exemple de plusieurs pays autour de nous, que ce soit la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, mais vous avez donné un autre argument aussi, un exemple en France, signal d'une menace possible sur l'IVG. Écoutez. Si je veux bien concéder que l'IVG ne soit pas immédiatement menacée dans notre pays, je rappelle que ce n'est pas sur Fox News, mais bel et bien en France, sur une chaîne française, qu'avant-hier encore, on associait le nombre d'avortements au nombre de morts du cancer et de morts liées au tabac. Cette erreur de CNews pour laquelle les dirigeants de Canal se sont excusés revêt pour vous une vraie menace au fond ? Une erreur, je vous trouve un peu complaisante. Vous n'y croyez pas ? Il parle d'erreur. C'est eux qui parlent d'erreur. Je ne crois pas. D'ailleurs, vous voyez, mais je ne fais aucun lien entre cette chaîne et puis l'intervention de M. Ravier, sénateur actuellement zémouriste, qui vient de sortir de l'écurie de Marine Le Pen et qui nous explique qu'il ne faut surtout pas voter le texte. Et à l'évidence, il est contre l'avortement. Il a dit, parce que c'est important de le rappeler, vous panthéonisez l'avortement. Oui. Et moi, je lui ai répondu, vous voyez, certains disent qu'il n'y a pas de menace, mais vous êtes en chair et en os l'illustration de ce qu'il y a des menaces. Il y a donc des gens en France qui veulent remettre en cause l'avortement. Et, ils sont soit politiques, soit dans les médias pour vous. Mais ils sont politiques dans les médias et en dehors, dans la société civile. Enfin, il y a un certain nombre d'étiquettes qui sont distribuées, apposées sur les véhicules. Vous avez peut-être déjà vu ou reçu ou subi ce genre de publicité pour des campagnes anti-avortement. Mais minoritaires, en tout cas, si on en croit les sondages. Oui, mais d'accord, monsieur, mais les minorités peuvent devenir parfois des majorités. Étant entendu aussi que Marine Le Pen continue de dire qu'il n'est pas question pour le Rassemblement national de revenir sur la loi Veil s'il devait arriver au pouvoir. Oui, mais Marine Le Pen, vous voyez, sur tous les sujets, on va en évoquer un certain nombre, elle change d'avis tous les 6 mois. Elle avait parlé, s'agissant de l'avortement de confort. Je veux... 2012. Oui, en 2012, mais enfin, ce sont des mots qu'il faut quand même sortir et qu'il faut ensuite assumer. Alors après, on passe l'éponge magique, on oublie tout et on change d'avis. Mais dans plein de domaines, j'ai plein d'exemples à vous fournir. Le problème, vous voyez, pour moi, c'est que la rapidité de l'information nous interdit parfois la mémoire. Donc oui, immédiatement, l'avortement n'est pas menacé, mais il ne faudrait pas qu'il le soit, car ce serait trop tard et nous avons bien fait d'agir. Éric Dupond-Moretti, on vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h42 sur France Info. Valentine Lettès. Le village olympique, c'est un chef-d'œuvre de l'industrie française de la construction, de la vie de celui qui a piloté le chantier en Seine-Saint-Denis. Nicolas Ferrand, invité de France Info, remet les clés ce midi au cours de l'inauguration en présence d'Emmanuel Macron. Les données d'au moins 300 000 patients de l'hôpital d'Armentières sont en ligne sur le dark web et les auteurs de la cyberattaque d'il y a 2 semaines affirment en avoir volé le triple. La liberté dans le monde recule d'après le rapport annuel de l'organisation Freedom House. Les droits politiques et les libertés civiles ont reculé dans 52 États l'an passé. Seuls 21 pays ont connu une amélioration. C'est le plus vieux président en exercice de l'histoire américaine, mais Joe Biden, 81 ans, est apte, selon son médecin, à exercer ses fonctions. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Toujours avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vous nous avez dit en première partie de cet entretien avoir appelé personnellement chacun des sénateurs de droite pour les convaincre de voter pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça a été laborieux? Pas chaque sénateur, mais beaucoup de sénateurs. Ceux qui doutaient. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de la mission qui m'avait été confiée, figurez-vous, par le président de la République. Et que j'ai essayé de conduire à son terme. Le président m'avait dit, on regarde les initiatives parlementaires, et quand nous sommes prêts, nous allons vers la constitutionnalisation. C'est le congrès qui se tiendra lundi. Alors, quels étaient les enjeux, quelles étaient les difficultés? Il y avait un texte voté par l'Assemblée nationale, un texte voté par le Sénat, ce n'étaient pas les mêmes textes. Ils allaient dans le même sens, mais ce n'étaient pas les mêmes textes. Or, vous savez que pour une révision constitutionnelle, il faut évidemment que les deux assemblées votent rigoureusement dans les mêmes termes. Donc, le gouvernement a préparé une version de compromis, parce que c'est transpartisan, parce que c'est une co-construction. Donc on parlait de droit à l'Assemblée, on parlait de liberté au Sénat, vous avez fait liberté garantie. Par exemple, il y avait aussi une divergence sur l'endroit où l'on pouvait placer ce texte dans la Constitution. Les sénateurs disaient l'article 34, le gouvernement a fini par dire oui, l'article 34. Donc il a fallu convaincre les députés également que c'était la bonne place, etc. La question de la place compte. Ah oui, bien sûr. Le Sénat, c'est une chambre qui est composée aux 2/3 d'hommes. Ça a compté, ça aussi, dans ce débat? Écoutez, moi, j'ai vu que très largement, le Sénat avait adopté. Vous savez, je pense que ce texte, beaucoup de féministes se sont investis dans ce texte. Et moi, je veux ici les en remercier. Mais il y a aussi des hommes qui sont sensibles à la liberté de la femme. Je vous pose la question parce qu'on a entendu des sénatrices dire, nous on a vu des sénateurs convaincus par leurs compagnes, leurs épouses, leurs filles. Vous avez été témoin de ça? Oui, je l'ai entendu, ce propos. Enfin, moi je note que pour une assemblée majoritairement composée d'hommes, avez-vous dit, eh bien, elle a voté vers la constitutionnalisation. Je pense qu'on peut être un homme et qu'on peut être sensible à la liberté des femmes. Sur la question de la droite particulièrement, on a à votre place hier, Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France, disait sur certains combats comme celui-là ou comme celui du mariage pour tous, à droite on a été en retard, on n'a pas suivi l'évolution. C'est votre constat, vous aussi? Non. Non, et moi je n'ai pas voulu être le procureur d'un procès en ringardise instruit contre le Sénat. D'ailleurs, c'est une anecdote, mais il y a très très longtemps de ça, au moment de la loi Veil, de son élaboration, le Sénat est allé plus loin que l'Assemblée nationale. Et puis voilà, moi je vois comment le Sénat a voté, je m'en réjouis. Je pense que hier c'était une journée historique, sans galvauder les mots, que dans ce compromis, dans cette volonté transpartisane, eh bien, nous avons réussi à faire quelque chose qui est... vous savez qu'on sera le seul pays au monde... Historique. Ce sera le cas du Congrès qui va se réunir lundi. C'est la vocation universelle de la France. Et ça n'est pas rien. Ce Congrès, lundi, c'est une formalité, selon vous? Moi, je ne m'exprimerai pas comme ça. Je suis très respectueux de nos institutions. Écoutez, on ne va pas dire que c'est une formalité. Mais enfin, si l'on regarde les chiffres... les votes tels qu'ils se sont exprimés à l'Assemblée, tels qu'ils se sont exprimés au Sénat, il nous faut 3/5. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté. Mais je ne peux pas souscrire à votre mot par prudence. Voilà, mais j'espère évidemment... Une fois voté lundi... J'espère de tout mon cœur, bien sûr, que lundi... le Congrès se sera exprimé dans le sens que vous imaginez. Il y aura un moment un peu solennel, vous êtes le garde des Sceaux, on dit que le sceau de la France, de la République française va être apposé, vous serez là à ce moment-là, j'imagine. Il y a 15 ans qu'on n'a pas touché à la Constitution. Et on le fait pour la liberté des femmes. Je trouve qu'il y a du symbole, mais il n'y a pas que du symbole. Il y a aussi une véritable garantie de droit. On entre ça dans notre Constitution. Ça n'a pas été fait au forceps. Mais on se ça a été fait aussi, dans la co-construction. Éric Dupond-Moretti, on se rappelle aussi de ce qu'avait dit le président Larcher sur ce plateau. La Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore sur d'autres droits qui pourraient, selon les demandes, entrer dans la Constitution? Hier, avec le droit à l'eau, le droit au logement. Hier, avec infiniment de respect, j'ai répondu au président Larcher, qui présidait d'ailleurs la séance, pour lui dire vous me concéderez tout de même
qu'un certain nombre de libertés, qu'un certain nombre de droits sont dans notre Constitution. Donc, ça n'est peut-être pas un catalogue. Bien sûr que la Constitution n'est pas un catalogue, mais c'est la loi suprême, et dans cette loi suprême, on y retrouve des libertés fondamentales. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, les féministes, et pas seulement vous, saluent cette évolution sur l'avortement. En revanche, ce n'est pas forcément le cas sur une autre question importante, la question du viol. L'Union européenne a finalement renoncé il y a quelques jours à une définition communautaire du viol. La proposition de la Commission, c'était de caractériser le viol par l'absence de consentement de la victime, mais la France et plusieurs pays s'y sont opposés. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr, pour des raisons de droit, de technique juridique. La Commission avait proposé une directive tendant à obtenir une définition européenne du viol. Bien. Nous pensions que pour des raisons juridiques sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, c'était risquer en réalité une censure de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc nous avons dit, mais si la Cour de justice de l'Union européenne sanctionne cette directive, alors nous allons reculer. Par ailleurs... Mais vous entendez ce que vous dites, Éric Dupond-Moretti, quand on sait qu'il y a une femme sur 20 qui est victime de viol en Europe, dire qu'on n'y est pas allé pour des questions purement juridiques, est-ce que ça vous donne pas un aspect déconnecté des préoccupations des femmes, des victimes ? Mais madame, la France est le pays qui sanctionne le plus sévèrement le viol. On va de 15 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. En Espagne, par exemple, qui est un pays dont on sait qu'il est très attaché aux droits des femmes, précurseur. Oui, le maximum de la peine, c'est 12 ans. Et par ailleurs, le consentement, on le retrouve dans le code pénal. Le consentement, c'est les violences, la contrainte, la surprise. Ce qui est à l'évidence la démonstration de ce que le consentement n'est pas au rendez-vous. Je veux dire que ce qui me choque beaucoup, c'est l'exploitation politicienne qui a été faite de ça. C'est-à-dire ? Monsieur Glucksmann, Madame Manon de LFI, qui est allé raconter que... Manon Aubry. Pardon ? Manon Aubry. Ah oui, pardon, j'appelle par son prénom, oui. Un excès de sympathie. Mais Raphaël Glucksmann a un nom aussi. Donc. Oui, mais attendez, qui sont allés raconter partout que le président de la République abrogeait le viol. C'est lunaire. Ça a d'ailleurs beaucoup inquiété un certain nombre de femmes. Et légitimement, d'ailleurs. Donc la définition du viol aujourd'hui, elle est appropriée en France ? Alors, moi, je ne suis pas fermé à une réflexion sur cette question. Vous savez, moi, tout ce qui est susceptible de protéger davantage les femmes, je pense que je l'ai démontré depuis que je suis ministre. Je rappelle que le président de la République a fait de cette cause-là, la lutte contre les violences faites aux femmes, une grande cause du quinquennat. Madame, on y est prêt. Mais franchement, dire que nous avons abrogé le viol, que nous ne souhaitons pas le sanctionner, franchement, c'est une entrée en matière pour M. Raphaël Glucksmann qui est absolument surréaliste et, je le dis, assez scandaleuse. J'ajoute que d'autres pays sont sur la même position, et vous l'avez rappelé, je vous en remercie, que nous. Voilà. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, on vous retrouve juste après le fil info, 8h51, Valentine Lethès. L'inflation ralentit en France. L'INSEE l'estime à 2,9% sur un an cette fin février. Mais elle a nettement augmenté sur le mois. Les prix ont grimpé de 0,8% à cause de la hausse des loyers notamment et des transports, ainsi que ceux de l'énergie. Dans 10 minutes, début de l'audience de Judith Godrèche au Sénat. L'idée, explique sur France Info la sénatrice Laurence Rossignol, c'est de prolonger son propos depuis ses plaintes pour viol sur mineurs contre 2 cinéastes. L'actrice est devenue une figure de la lutte contre ces violences. La guerre en Ukraine risque de s'exporter en Transnistrie. Les autorités de cette région séparatiste pro-russe de Moldavie ont demandé hier la protection de Moscou. Valenciennes, deuxième qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France de foot après sa victoire au tir au but hier soir contre Rouen. Ce soir, le Puy-en-Velay, club de National 2, affronte le Stade Rennais, pensionnaire de la Ligue 1, pour une place dans le dernier carré. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Une information judiciaire vise l'ancien journaliste Patrick Poivre d'Arvor. 2 viols et une agression sexuelle dénoncés par 3 femmes différentes ont été retenues. Les plaintes ou témoignages de 19 autres femmes ont été classés pour prescription. On ne va pas vous demander évidemment de vous prononcer sur le fond de l'affaire, mais sur le principe. Est-ce que la reconnaissance du caractère sériel des actes permettrait de
contourner la prescription? C'est déjà ce que j'ai mis en place dans un texte que j'ai porté, texte dont l'initiative revient à Madame la sénatrice Billon. Et là, on s'est dit, mais enfin, vous avez 5 faits qui ont été commis, un seul n'est pas prescrit, tous les autres le sont. Est-ce qu'il est normal de ne pas traiter les victimes de la même façon? Mais ça, c'est pour les mineurs, il faut le dire. Oui. Eh bien, je ne suis pas opposé à une réflexion sur cette question. Pour les adultes. Pour les adultes, pour les Oui, majeurs. oui, je n'y suis pas opposé. Mais ça n'est pas la même question que l'imprescriptibilité. Car je veux vous dire que pendant l'examen de ce texte Billon, j'ai reçu beaucoup d'associations. Et un certain nombre de femmes m'ont dit... Nous souhaitons conserver la prescription parce que nous souhaitons parler, mais on ne veut pas du procès. Et ça s'entend humainement. Et par ailleurs, il y a un problème probatoire. Que reste-t-il comme preuve si vous amenez devant la juridiction correctionnelle ou criminelle un type qui a 95 ans? Que reste-t-il comme preuve? Et ça va être déceptif. Moi, je pense aussi qu'il faut bien sûr protéger les femmes et il faut que la justice soit au rendez-vous de ce qu'elles ont vécu. Mais là, quand il y a le caractère sériel, est-ce qu'il ne faut pas toucher au délai de prescription, l'amener plus loin? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a ce que l'on a appelé la prescription glissante, c'est-à-dire un fait est prescrit, pas les autres. On peut envisager. Moi, je suis tout à fait d'accord pour y travailler. Ensuite, il y a des appels que j'entends à l'imprescriptibilité. Là, je dis attention, ça peut être déceptif et beaucoup de femmes se verront alors opposer une relaxe, un classement sans suite, un non-lieu ou un acquittement. Et attention à cela, parce qu'il y a des effets de bord, il faut les mesurer. Éric Dupond-Moretti, depuis plusieurs jours, on assiste à une bataille politique entre le Rassemblement national et l'exécutif. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. C'est ce qu'a lancé Gabriel Attal, le Premier ministre, cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne va pas un peu fort? Est-ce que ce duel RN-exécutif qui se joue d'ailleurs depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, il ne va pas trop loin? Ben non, on sait qu'il a le RN, le FN, le RN, des accointances avec la Russie. C'est pas d'aujourd'hui. J'ai envie de dire l'amour est dans le pré. Vous voyez et d'ailleurs, petite parenthèse, si le RN a emprunté autant d'argent à la Russie, c'est parce qu'ils ne savent pas trop gérer leur parti. Des gens qui se voient déjà au pouvoir. Bon, ça c'est une chose. Mais non, attendez. Vous voyez bien ce que je veux dire derrière. Oui. Non, mais attendez. Bien sûr qu'il y a eu des connivences entre la Russie et le RN. Je vous prends un exemple là. M. Bardella a versé des larmes sur Navalny. Et au Parlement européen, il n'a pas voté le texte qui alertait sur sa situation. Mais gardez vos larmes de crocodile. Il y a ensuite les accointances avec Bachar el-Assad. Pareil, même mouvance, proche évidemment de la Russie. Il y a l'article du Washington Post, qui n'est quand même pas rien, sur lequel d'ailleurs la presse française ne s'est pas beaucoup arrêtée. Donc oui, il y a indubitablement des accointances entre la Russie et le Rassemblement national. Quoi qu'en dise le Rassemblement national. Je comprends que ça les gêne beaucoup, mais c'est une réalité. C'est le point d'entrée de ma question, parce que vous voyez que depuis plusieurs jours, il y a des punchlines qui fusent, si j'ose dire, parce qu'on l'a vu au Salon de l'Agriculture, notamment Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui a mis en doute la santé mentale du président de la République, après qu'Emmanuel Macron ait déclaré que l'agriculture française méritait mieux que le projet de décroissance envisagé par le Rassemblement national. Moi, je suis scandalisé par ce qu'a dit M. Bardella, mais je suis scandalisé aussi parce que je trouve que, de façon générale, et même la presse ne s'est pas beaucoup émue de ce qui s'est passé. En réalité, c'est une vieille tactique du Rassemblement national ou du Front national. On met le bordel, on fait venir un certain nombre d'amis. Alors, au mieux, c'est encouragé. Au pire, c'est pour penser. Et là, c'est des insultes, c'est des injures, c'est des violences que personne ne condamne. Et ensuite, on vient rétablir l'ordre. Mais il y a des jours et des jours, des semaines et des semaines, que la presse a dit, parfois avec une certaine gourmandise, c'est la haute tension, ça va être compliqué, le président de la République, etc., etc. Et ensuite, vous avez Jordan Bardella, le gendre idéal, qui vient vous dire que le président est schizophrène paranoïaque. Et
Vous avez Madame Borde qui dit il prend des substances psychotropes. Mais on va s'arrêter une toute petite seconde. Moi, vous voyez, à l'Assemblée nationale, j'ai dit à ces gens, faites le ménage avant de nous donner des leçons. Dites-nous où sont les gudards. Vous savez ce que sont les gudards. Ce sont des gens, laissez-moi 2 secondes, monsieur, extraordinairement violents. Monsieur Chatillon, par exemple, qui a été le beau-père de monsieur Bardella, ça n'est tout de même pas rien. On a le sens de la famille dans ce parti. Monsieur Chatillon, il avait créé le GUD, il y était actif, ultra violent. Il avait même créé une section qui s'appelait Waffen-Assas. Assas du nom de la faculté qu'il fréquentait. Ce type-là est toujours dans la mouvance du RN, toujours. Mais il est caché. Et je trouve stupéfiant qu'on n'aille pas gratter de ce côté-là. Monsieur Chatillon, Monsieur Lousteau. Il y a eu des enquêtes journalistiques. Non. Écoutez bien, madame. Et on pose la question régulièrement d'ailleurs aux responsables du RN. Mais si vous demandez dans la rue, faites un micro-trottoir. Oui, on va conclure. Mais si vous faites un petit micro-trottoir et vous demandez aux gens dans la rue qui est Chatillon, ils ne savent pas qui c'est. Il est toujours là, au travers d'une boîte qui s'appelle Unanime. Et cette boîte, les boîtes qu'il a eues, ont fait l'objet, madame, de condamnations très lourdes par la Cour d'appel de Paris. Très lourde. Ça concerne même le Rassemblement national qui a été condamné pour recel, d'escroquerie. Et ça concerne Jeanne, le micro-parti de Madame Le Pen, qui a fait également l'objet de condamnations. Ces gens ont un fond de violence verbale, mais aussi, je le dis, physique, depuis toujours. Merci Éric Dupond-Moretti d'avoir été ce matin sur France Info.